Bonjour et bienvenue à cette interview ici sur France 24. Il a été Premier ministre d'Israël de 1999 à 2009 et a été plusieurs fois nommé ministre et pour l'instant retiré de la scène politique. Il est l'auteur d'un nouveau mémoire intitulé « Mon pays, ma vie », un combat pour Israël et une quête de la paix. Ehud Barak est avec nous par satellite depuis Tel Aviv. Bienvenue. Merci à vous de m'avoir invité. Monsieur Barak, il y a toute une polémique dans les journaux en Israël concernant l'annulation d'un match de football entre Israël et l'Argentine après les protestations de Palestiniens. Quelle est votre réaction à cette nouvelle? Nous ne sommes pas contents. Les Israéliens sont déçus, ils sont frustrés, et surtout parce que Messi, il y a beaucoup de fans ici de Messi. Mais d'une certaine façon, on doit réaliser la vérité. Ça nous montre un miroir de nous-mêmes. On en a fait trop une histoire politique. Ça devait rester une histoire sportive dans les deux pays. C'était une erreur de la part des autorités israéliennes de déplacer le match de Haïfa et Jérusalem? Oui. Fondamentalement, ce que je ne pense pas que les Palestiniens soient parfaits ou qu'il n'y a pas de politique de leur côté, tout ce qui est le boycott d'Israël, ce genre de choses. Mais fondamentalement, en exagérant, en faisant une question politique sur Jérusalem, en insistant pour que ce soit à Jérusalem, en payant de l'argent pour que ce soit à Jérusalem, en exagérant, c'était une erreur. Et ça nous a sans doute aidé à corriger dans le futur ces erreurs et à nous montrer ce que nous faisons et en apprenant de ce qui s'est passé. Je voudrais passer maintenant à la question de l'Iran. Le Premier ministre israélien était en Europe récemment pour une visite pour parler de deux choses. Comme il a dit, l'Iran et l'Iran. Et il y a un mois, l'administration Trump a décidé de se retirer de l'accord nucléaire de 2015. L'Iran a annoncé qu'elle allait commencer à construire de nouvelles centrifugeuses. Et non seulement les entreprises américaines, mais les entreprises européennes commencent à quitter l'Iran. Et la question que je voudrais vous poser est, est-ce que cet accord est en train de se déliter? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui, seul l'avenir le dira. Une fois que le président Trump s'est retiré de l'accord, c'est devenu la réalité. La pression américaine sur les multinationales européennes est assez efficace, et spécialement à travers le système bancaire et dans le système financier. Mais ce n'est pas clair encore. Mais il y a un bon résultat à cela. Les Iraniens sont beaucoup plus prudents dans leur réponse parce qu'ils ont peur. Ils craignent qu'il y a plus que cela derrière la réaction des Américains. L'administration Trump, avec Pompeo d'un côté, Bolton de l'autre, attend le moment idéal pour essayer de trouver la moindre violation de cet accord pour lancer une attaque contre l'infrastructure nucléaire iranienne. Ou alors, quand on écoute Pompeo, essayer de changer, de renverser le régime. Donc, en fait, on se rend compte que les Iraniens se comportent mieux, de façon plus responsable et plus prudente, et c'est la bonne nouvelle. Mais ce n'est pas encore très clair. Mais il y a aussi un côté négatif à cela, parce que les Iraniens peuvent décider à n'importe quel moment, par exemple d'ici 3 ans, de relancer l'enrichissement d'uranium. Ils pourront dire « nous ne sommes pas les premiers à être sortis de l'accord », parce que les Américains l'ont fait avant nous. You mentioned the possibility of the U.S. considering a military strike against Iran. Do you think les États-Unis ont envisagé une frappe contre l'Iran? Est-ce que vous pensez quelque chose qui se profile à l'horizon? On en a parlé, et même lorsque vous étiez au gouvernement en tant que ministre de la Défense d'Israël, on a parlé de frapper l'Iran. Est-ce que vous pensez que l'administration Trump envisage réellement cette option? Je ne sais pas. J'ai juste dit que les Iraniens ont de forts soupçons que c'est l'intention des Américains. Et ça a formé la réponse des Iraniens. Je ne parle pas de la réalité, je parle de la perception iranienne de la situation.
J'ai parlé du fait que lorsque vous étiez au gouvernement, vous et le Premier ministre avez poussé les services de renseignement militaire à se préparer pour une attaque. Il semblerait qu'il y ait eu une certaine résistance à cet ordre, mais est-ce que vous regrettez de ne pas avoir frappé l'Iran en 2012 et 2007, ou est-ce que vous pensez que c'était la bonne décision? J'ai eu quelques regrets, mais trop peu pour en parler. Je n'ai pas vraiment de regrets. C'est vrai que j'étais plus faucon que Netanyahou à cette époque sur la nécessité de se préparer, d'être prêt s'il y avait vraiment un impératif d'attaquer et qu'on soit prêt à le faire. Mais c'était presque il y a 10 ans. Et aujourd'hui, il y a une autre réalité. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est s'asseoir derrière des portes fermées avec les Américains et définir ensemble quel est le moment où les Iraniens vont franchir le seuil nucléaire. Pour bien analyser, le savoir, et à quel moment est-ce que l'option militaire doit être à nouveau mise sur la table, américaine, israélienne ou une autre solution. Mais il faut mieux s'entendre derrière des portes closes que n'importe quel tour pour essayer de convaincre les leaders européens. Ils ne changeront pas d'avis juste à cause d'une rencontre avec le Premier ministre israélien. Je voudrais très rapidement passer à la question des Palestiniens. Il est évident que vous avez négocié il y a plusieurs années avec Yasser Arafat. Cette solution à deux États semble maintenant très lointaine. Mahmoud Abbas, le leader actuel, n'est pas en très bonne santé. Certains disent qu'il a perdu foi en une telle solution. Est-ce que vous également avez perdu foi en cette solution de deux États? Non, je n'ai pas perdu espoir. Cela reste la seule solution stable à long terme. La seule solution d'équilibre. Mais je suis d'accord que ce n'est pas le moment, quand on écoute Mahmoud Abbas, son discours récent, plein de dire presque antisémite, on va devoir attendre sans doute qu'il soit remplacé. Mais ce n'est pas clair. Mais ce que je pense, Israël est plus fort que tous ses voisins ensemble à 1500 km de distance. Donc on peut agir de notre position de force. Avoir confiance pour se protéger, ça d'abord, parce que c'est une région très compliquée, beaucoup plus dure que l'Europe ou les États-Unis. Il faut être fort, certes, mais ne jamais perdre de vue l'objectif. Ce n'est pas seulement de tuer les moustiques, mais d'assécher le marais, s'attaquer aux causes du conflit avec les Palestiniens. Il faut le faire non pas pour les Palestiniens, mais pour nous-mêmes, pour notre futur, pour notre identité et notre sécurité. Très rapidement, la situation à Gaza. Boris Johnson, le secrétaire aux Affaires étrangères britannique, a appelé Israël à mener une enquête transparente et indépendante sur la mort d'une centaine de Palestiniens. Est-ce que vous avez peur que cela puisse mettre le feu aux poudres? Je ne suis pas inquiet par les demandes d'avoir une enquête internationale. On ne doit pas être d'accord avec ça. On a un système judiciaire indépendant qui travaille très dur contre tous les abus et qui respecte absolument le droit international. Mais personne n'est content quand des dizaines de personnes sont tuées. Mais on n'en a pas besoin de 100 ou même 10 ou même 1. S'il est innocent, c'est un de trop. Mais ce n'est pas facile. Israël ne peut pas se permettre de voir sa frontière traversée et des gens arriver en Israël, pas seulement parce que ceux qui, comme nous, croient à la solution à deux États pensent que la frontière est fondamentale, mais aussi de façon pratique. À côté de la bande de Gaza, parfois à moins de 100 mètres de ces barrières, il y a des civils qui habitent là, ou des infrastructures civiles, et des propriétés aussi. On ne peut pas se permettre ce genre d'incident. On a des moyens très sophistiqués de contrôler quand il y a des troubles à des distances de dizaines de mètres, mais pas des moyens effectifs quand il y a 10 000 personnes
qui arrive à 300-400 mètres. Mais, je répète, encore une fois, le plus important, déjà pour éviter des morts lors d'un prochain affrontement, mais c'est vraiment de s'adresser aux causes du problème. Notre gouvernement a sur sa table des recommandations des services de sécurité avec le soutien de certains ministres du cabinet pour changer la situation à Gaza, pour travailler avec les Égyptiens d'autres pays arabes, pour desserrer l'étau sur la bande de Gaza, pour les laisser sortir. Il faut qu'ils aient de l'électricité, de l'eau, des services de santé. Ça sert les intérêts d'Israël. On n'a rien contre Gaza. Il y a 2 millions de personnes qui veulent de la nourriture, de l'éducation, des logements, de l'eau. Notre combat est avec le Hamas. Il faut se concentrer là-dessus. Il faut laisser les gens respirer là-bas pour que les gens puissent respirer, pour faciliter la situation humanitaire, parce qu'on est vraiment au bord d'une crise humanitaire. Très rapidement, dans votre livre, vous dites que ce gouvernement sape la démocratie d'Israël. Question très directe, est-ce que Benjamin Netanyahou devrait démissionner ? Je dis qu'il doit démissionner pour de nombreuses raisons. Alors comprenez-moi bien. Il est élu légitimement comme Premier ministre. C'est mon gouvernement aussi. C'est un gouvernement légitime, mais il se trompe sur de nombreuses questions. Ils doivent changer leur politique. Et espérons qu'il y aurait des élections pour un nouveau leadership. Ce serait mieux. Mais il doit démissionner parce qu'il est profondément impliqué dans des investigations criminelles qui concernent tout son entourage. La police a recommandé qu'il soit inculpé dans des affaires de corruption. Je pense que le Premier ministre, dans cette situation, ne peut pas fonctionner de façon libre. C'est exactement ce que Netanyahou disait à propos d'un de ses prédécesseurs, Ehud Olmert, quand lui-même était dans une situation similaire. Il avait raison à l'époque. Ce qu'il prêchait à l'époque, il devrait se l'appliquer à lui-même aujourd'hui. Merci beaucoup, Ehud Barak, d'être avec nous sur France 24 et merci de nous regarder.